Des rapports sont sortis ce matin et je veux que vous y prêtiez une attention très particulière. L'Agence internationale de l'énergie atomique, le chien de garde nucléaire mondial, a confirmé qu'elle ne sait toujours pas où se trouvent les 400 kg d'uranium hautement enrichi de l'Iran. Ces inspecteurs n'ont pas eu accès au site nucléaire iranien depuis le 13 juin 2025 et selon une analyse du Bulletin of the Atomic Scientist, les sites que l'Amérique a bombardés pour détruire cet uranium peu être déjà vides au moment où les bombes sont tombées. 400 kg enrichis à 60% de pureté, assez pour fabriquer 6 bombes nucléaires si le matériau était porté au niveau militaire. Le matériau que Trump a décrit comme 99% de l'accord, le matériau que Marco Rubio a présenté hier comme la raison pour laquelle l'Amérique est dans cette guerre. L'Amérique est entrée en guerre pour retirer cet uranium. Il est toujours en Iran et l'Amérique ne sait pas exactement où il se trouve. Seulement dans l'univers de Trump, 99% de l'accord peut apparemment vouloir dire 0% localisé. Je veux vous expliquer exactement ce qui lui est arrivé, pourquoi c'est le fait le plus important de cette guerre que presque personne n'énonce clairement et pourquoi la position de la Chine a rendu une solution militaire à cette question essentiellement impossible. Commençons par ce que le bombardement a réellement fait, parce que je crois qu'il existe une incompréhension généralisée à ce sujet, une incompréhension que la couverture médiatique n'a jamais vraiment corrigée. L'opération Midnight Hammer a été lancée le 22 juin 2025. Des bombardiers américains B-2 ont largué des bombes pénétrantes à très forte puissance, les plus grosses bombes conventionnelles anti-bunker de l'arsenal américain sur 3 cibles principales, Natanz, Fordo et Isfahan. Ce sont les principaux sites nucléaires de l'Iran. Les frappes ont été décrites par Trump comme très réussies. Pete Hegseth les a qualifiées de très précisément ciblées. JD Vance a dit qu'elles avaient été conçues pour détruire Fordo et démanteler le programme nucléaire iranien. À Washington, très réussi semble maintenant vouloir dire détruire le décor, pendant que l'objet principal de la mission reste porté, disparu sous terre. Ce que les frappes ont réellement fait, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Arms Control Association et plusieurs analyses indépendantes, c'est ceci. À Natanz, la partie en surface de l'usine pilote d'enrichissement du combustible a été détruite. Il y a eu un rejet radiologique de particules alpha et de gaz d'hexafluorure d'uranium confiné à l'installation. L'usine souterraine d'enrichissement du combustible a pu être été pénétrée lors des premières frappes israéliennes, mais l'étendue des dommages souterrains n'a jamais été confirmée. Une image satellite de janvier 2026 montrait un nouveau toit en construction au-dessus d'un bâtiment précédemment détruit. À Isfahan, plusieurs bâtiments ont été endommagés, le laboratoire chimique, l'installation de conversion de l'uranium et l'usine de fabrication du combustible. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que les entrées des tunnels souterrains du site avaient été touchées. Les entrées de tunnels spécifiquement visées étaient celles où l'Amérique croyait que l'Iran entreposait de l'uranium hautement enrichi. Les tunnels ont été frappés, les entrées se sont effondrées, mais il n'a pas été confirmé que l'uranium à l'intérieur des tunnels avait été détruit. À Fordo, 6 bombes pénétrantes à très forte puissance ont été larguées directement sur l'installation qui est construite profondément à l'intérieur d'une montagne près de Qom. Les bombes pénétrantes à très forte puissance semblent avoir pénétré et endommagé l'installation. Mais comme l'a noté l'Arms Control Association, même si ces bombes n'avaient pas pénétré l'installation principale, les ondes de choc des explosions auraient pu endommager des centrifugeuses, pas détruire l'uranium, des centrifugeuses endommagées. Voici ce qui ne s'est pas produit. Les 400 kg d'uranium hautement enrichi n'ont pas été confirmés comme détruits. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais dit qu'ils avaient été détruits. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a dit qu'il n'avait connaissance d'aucun renseignement suggérant que le matériau avait été déplacé avant les frappes, mais c'est pas la même chose que confirmer que le matériau a été détruit. Cela veut dire que le renseignement américain croyait que l'uranium se trouvait là où il était censé se trouver lorsque les bombes sont tombées. Ce qui lui est arrivé après la chute des bombes est une autre question, à laquelle aucune réponse publique n'a jamais été donnée.
Et le Bulletin of the Atomic Scientist, qui a analysé des images satellites du 9 juin 2025, 13 jours avant les frappes américaines, a trouvé quelque chose qui change complètement le tableau. L'analyse montrait ce qui ressemblait à une opération de transfert de matériel à grande échelle sur le site d'Isfahan, le 9 juin, des colis scellés déplacés, de l'équipement lourd, une activité compatible avec le transfert d'une grande quantité de matériel d'un endroit à un autre. Le bulletin a conclu que l'Iran avait transféré une grande partie, possiblement la totalité, de son stock d'uranium hautement enrichi à 60% vers le complexe souterrain d'Isfahan avant les frappes américaines. Si cette analyse est exacte, les champs d'enrichissement de Natanz et de Fordo étaient probablement vides avant que les bombes américaines tombent. L'Amérique a être détruit les bâtiments pendant que le matériau qu'elle essayait de détruire avait déjà été déplacé. L'ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohsen Rezaï, a déclaré le 20 juin, 2 jours avant les frappes américaines. Le matériau nucléaire enrichi a été déplacé vers des lieux sécurisés. Nous ne révélerons pas sa position. 2 jours avant que l'Amérique bombarde les sites, le matériau avait déjà été déplacé, un avertissement se tenait pratiquement dans l'entrée, les 2 bras en l'air. Et pourtant, la stratégie de Trump a quand même réussi à bombarder l'adresse au lieu de localiser l'objet. Maintenant, laissez-moi vous dire quelle est la situation actuelle, parce que c'est ici que cette histoire devient directement pertinente pour les négociations en cours en ce moment. L'Agence internationale de l'énergie atomique dit que l'emplacement de l'uranium est inconnu, mais le renseignement américain, selon The Jerusalem Post, qui cite des responsables américains, a déterminé que l'Iran peut encore atteindre son stock principal d'uranium parce que les responsables décrivent comme un point d'accès très étroit sur le site d'Isfahan. Le matériau, qui est sous forme gazeuse et entreposé dans des conteneurs, est techniquement accessible. Les agences d'espionnage américaines gardent le site sous surveillance constante. Les responsables disent avoir une grande confiance dans leur capacité à détecter toute tentative de le déplacer. Et le président du Parlement iranien, Ali Larijani, lorsqu'il a été interrogé directement par PBS Frontline au sujet du site d'Isfahan, a dit ceci. Nous n'avons pas retiré les décombres d'aucun de ces endroits, mais à l'avenir, nous pourrions retirer les décombres et reprendre les activités régulières que nous avions auparavant. Nous n'avons pas retiré les décombres, mais nous pourrions le faire à l'avenir. Cette phrase résume à elle seule toute la position de négociation nucléaire de l'Iran. L'uranium est là. Il est accessible. L'Iran n'a pas encore tenté de le récupérer, mais l'Iran réserve explicitement son droit de le faire. Et cette réserve, c'est ce que Rubio appelle la raison pour laquelle l'Amérique est là au départ. Maintenant, ajoutez la dimension de Pickaxe Mountain, parce que c'est l'élément rapporté par le documentaire de PBS Frontline, et que presque personne n'a relié aux négociations actuelles. À environ 1 mille du site de Natanz, il existe un lieu connu sous le nom de Pickaxe Mountain. Des observateurs internationaux ont détecté de nouveaux renforcements à l'entrée à la fin de 2025. Les images satellites montrent 2 entrées de tunnels couvertes de terre et de roches, durcies contre d'éventuelles frappes aériennes. Les piles de matériaux excavés ont augmenté, ce qui indique la poursuite du creusement de tunnels. De l'équipement lourd et des véhicules de construction sont visibles. Les analystes estiment que le site est enterré plus profondément que n'importe quelle installation qui a été bombardée. Assez profondément pour que les bombes pénétrantes à très forte puissance qui ont frappé Fordo ne puissent pas l'atteindre. L'Iran n'a permis à aucun inspecteur de l'Agence internationale de l'énergie atomique de s'approcher de Pickaxe Mountain. Lorsque Larijani a été interrogé directement à ce sujet par PBS, il n'a rien dit de particulier. L'Iran affirme que le site a pour but d'abriter une usine d'assemblage de centrifugeuses. Les analystes disent autre chose. Ils affirment que les dimensions de Pickaxe Mountain, sa profondeur estimée et son schéma de construction sont compatibles soit avec l'enrichissement d'uranium, soit avec l'entreposage d'uranium. Si l'Iran a déplacé ses 400 kg d'uranium hautement enrichi vers Pickaxe Mountain avant la chute des bombes de juin,
Le matériau se trouve maintenant sous une montagne plus profonde que ce que n'importe quelle bombe américaine peut atteindre, entouré d'entrées de tunnels renforcés, sans accès pour l'Agence internationale de l'énergie atomique et sans force terrestre américaine capable de le récupérer. Voilà la situation nucléaire au 28 avril 2026, pas la situation décrite lorsque l'Amérique est entrée en guerre. C'est la situation qui existe en ce moment même, alors que Trump laisse entendre qu'il n'acceptera pas la proposition iranienne sur Hormuz, alors que Rubio dit que le nucléaire est la raison de la guerre, alors que le pétrole est à $110 et alors que BP a doublé ses profits. Une guerre vendue comme une opération de précision A, d'une façon ou d'une autre, produit de l'uranium manquant, des prix du pétrole plus élevés et des dirigeants pétroliers plus heureux. Vraiment un chef-d'œuvre stratégique que seul un point de presse pourrait aimer. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi cela compte pour les négociations et pourquoi la Chine est le fait structurel qui rend la solution militaire impossible. L'Amérique a 3 options pour gérer l'uranium iranien. Première option, l'Iran transfère volontairement l'uranium hors d'Iran vers la Russie, comme Vladimir Poutine l'a proposé, ou vers un autre dépositaire accepté dans le cadre d'un accord nucléaire. L'Iran a proposé de le diluer en échange d'un allègement des sanctions. Abbas Araghchi l'a confirmé aux négociateurs américains en février. Cette option exige un accord, ce qui exige que l'Iran accepte, ce qui exige que l'Amérique offre quelque chose que l'Iran juge adéquat. En ce moment, l'Amérique n'offre rien que l'Iran juge adéquat et l'offre nucléaire iranienne de dilution reste sans réponse pendant que Rubio se concentre sur Hormuz. Deuxième option, l'Amérique reprend les bombardements et détruit l'uranium restant. Cette option comporte 2 problèmes. Premièrement, personne ne sait exactement où se trouve l'uranium. Bombarder des sites que vous avez déjà bombardés ne résout pas le problème si le matériau a été déplacé. Deuxièmement, et c'est ici que la Chine entre en scène, l'Iran conserve 40% de son arsenal de drones d'avant-guerre et 60% de ses capacités de lanceurs de missiles, selon une analyse du Council on Foreign Relations. Reprendre les bombardements pendant que la Chine continue de fournir à l'Iran du renseignement satellite sur les mouvements militaires américains, ce que CNN a confirmé en mars, signifie que l'Iran peut répondre à de nouveaux bombardements de manière plus précisément ciblée qu'auparavant. Et une reprise de la campagne de bombardement qui tue des civils iraniens frappe des sites qui peut être déjà vides d'uranium, et déclenche une réponse iranienne utilisant les capacités de missiles restantes dans une région où 11 millions de barils de pétrole par jour transitent quotidiennement pour la Chine. C'est pas une option propre. Troisième option, des forces spéciales entrent en Iran pour saisir ou détruire l'uranium au sol. Trump a été interrogé à ce sujet à bord d'Air Force One en mars. Il a refusé de répondre directement. Des responsables américains et israéliens en ont discuté, comme Axios l'a confirmé. Mais une opération terrestre destinée à sécuriser du matériel nucléaire sur un site enterré sous une montagne, dans un pays qui possède encore des missiles opérationnels, où la Russie fournit un soutien en renseignement aux forces iraniennes et où la Chine observe chaque mouvement militaire américain au moyen de satellites commerciaux et militaires, est le genre d'opération qui pourrait tourner catastrophiquement mal d'une manière que le blocus et les campagnes de bombardement ne pouvaient pas produire. L'Amérique a bombardé les sites. L'uranium est probablement toujours là, ou plus profondément sous terre, dans un site qui ne peut pas être bombardé. La Russie a proposé de le prendre, l'Amérique a rejeté cette offre. L'Iran ne se porte pas volontaire pour l'abandonner sans un accord qui répond à ses intérêts fondamentaux de sécurité. Et la Chine a construit le système économique qui donne à l'Iran la patience de refuser. Voilà pourquoi l'Amérique n'a pas de réponse, non pas parce qu'elle manque de puissance militaire, mais parce que chaque option militaire se heurte à un problème créé par le soutien chinois à l'Iran. Et l'option diplomatique, la proposition russe de garde de l'uranium, a été rejetée par l'Amérique en raison de préoccupations liées à la domination russe du marché nucléaire, des préoccupations antérieures à cette guerre. Donc la politique est simple. Rejeter l'accord, rejeter l'alternative, garder la guerre, puis faire semblant d'être surpris que le problème soit encore là. Un cercle très trimpien, sauf que ce cercle est tracé autour d'une montagne pleine d'uranium. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
Raphaël Grossi a dit quelque chose dans le documentaire de PBS qui me semble être la description la plus honnête de l'état de la question nucléaire. On lui a demandé s'il y avait un risque que la guerre ait eu pour effet de pousser le programme nucléaire iranien encore plus profondément sous terre. Il a répondu, si le temps passe et que les inspections ne reprennent pas, eh bien alors il y aura des doutes. Des doutes. Le chef du chien de garde nucléaire mondial utilise le mot doute à propos de ce qui se passe sous terre en Iran, dans une guerre dont l'objectif principal déclaré est d'éliminer la capacité nucléaire iranienne. Le temps passe. Les inspections n'ont pas repris. L'Iran a suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique le 23 juin 2025. Il ne l'a pas rétabli. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne sait pas où se trouvent les 400 kg d'uranium hautement enrichi. Et le site où ils sont probablement entreposés, que ce soit dans les tunnels souterrains d'Isfahan ou à Pickaxe Mountain, est soit inaccessible sans opération terrestre, soit hors de portée de toute bombe américaine existante. Trump a dit que le nucléaire représentait 99% de l'accord. Rubio a dit que le nucléaire est la raison pour laquelle l'Amérique est dans cette guerre. Et les 400 kg qui constituent toute la raison de ces 99%, le matériau que cette guerre était censée éliminer, se trouve quelque part sous terre en Iran. Inaccessible, non vérifié, et se dirigeant lentement vers un endroit qu'aucune bombe de l'arsenal américain ne peut atteindre. La Chine n'a pas créé cette situation. L'Amérique l'a créé en bombardant des sites sans confirmer que le matériau avait été détruit. Mais la Chine est la raison pour laquelle l'Amérique ne peut pas la corriger militairement. Tant que la Chine achète le pétrole iranien, le gouvernement iranien peut soutenir l'impasse. Tant que la Chine fournit du renseignement satellite à l'Iran, les opérations militaires américaines comportent plus de risques qu'elles n'en comporteraient autrement. Tant que la Chine et la Russie opposent leur veto aux résolutions des Nations Unies, qui forceraient le retour de l'accès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le vide de vérification s'élargit. Et tant que ce vide de vérification existe, les 400 kg d'uranium que cette guerre était censée éliminer restent exactement là où ils sont, sous terre, inaccessibles et intacts. Rubio a qualifié la proposition sur Hormuz d'inacceptable. Trump a laissé entendre qu'il la rejetterait. Le pétrole est à $110. BP a doublé ses profits. Et quelque part, sous une montagne en Iran, 400 kg d'uranium hautement enrichi reposent exactement là où ils étaient avant que l'Amérique commence à bombarder. L'Amérique est entrée en guerre pour retirer cet uranium. L'uranium est toujours là et l'Amérique n'a aucune réponse sur la façon de le sortir. Regardez ce qui se passera ensuite lorsque cette réalité deviendra impossible à éviter publiquement, parce que le moment où Trump devra expliquer aux électeurs américains qui paient $4 et 11 cents le gallon pourquoi la guerre continue alors que l'uranium est toujours là, sera le moment où cette guerre entrera dans sa phase finale, quelle que soit la forme de cette phase. Il s'avère que la facture de l'Amérique, d'abord, peut arriver à la pompe à essence, avec intérêt, pendant que l'uranium reste exactement là où les slogans de Trump ne peuvent pas l'atteindre. Laissez-moi ajouter une dimension qui, je crois, rend cette histoire plus concrète, parce que les chiffres et les lieux peuvent sembler abstraits. Laissez-moi vous dire ce que signifie réellement 400 kg d'uranium enrichi à 60% dans la pratique, parce que je crois que la plupart des gens qui regardent les nouvelles ont entendu l'expression uranium hautement enrichi sans avoir une image claire de ce que c'est. De l'uranium enrichi à 60% signifie que 60% des atomes d'uranium dans le matériau sont de l'isotope fissile uranium 235, celui qui peut soutenir une réaction nucléaire en chaîne. L'uranium naturel contient moins d'1% d'uranium 235. Le niveau militaire est à 90% ou plus. 60% n'est pas un niveau militaire, mais c'est le deuxième niveau d'enrichissement le plus élevé que l'Iran ait jamais atteint, et c'est selon les physiciens nucléaires une courte étape technique avant le niveau militaire. Pour passer de 60% à 90%, il faut faire passer le matériau par des centrifugeuses d'enrichissement supplémentaires pendant une période limitée. Les analystes ont estimé ce délai de percée entre 2 semaines et plusieurs mois,
selon le nombre de centrifugeuses fonctionnelles qu'il reste à l'Iran et selon que l'infrastructure nécessaire pour les faire fonctionner est intacte ou non. Avant les bombardements, l'Iran disposait de suffisamment de matériaux enrichis à 60 pour 100 pour environ 6 bombes s'il était enrichi davantage. Après les bombardements, les centrifugeuses de Natanz et de Fordo ont été endommagées. Mais si les 400 kg ont été déplacés avant la chute des bombes, comme le suggère l'analyse du Bulletin of the Atomic Scientist, alors seules les centrifugeuses ont été retardées. Le matériau lui-même reste disponible. Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a dit qu'il pourrait retirer les décombres et reprendre les activités. Si les décombres de Natanz sont dégagés, si la production de centrifugeuses reprend à Pickaxe Mountain, comme les analystes soupçonnent que c'était le cas avant les bombardements, alors le chemin de l'Iran vers une capacité d'armes nucléaires passe par le même matériau qui est actuellement enseveli à Isfahan ou à Pickaxe Mountain. Le bombardement n'a pas détruit ce chemin. Il l'a rendu plus long. De combien ? Voilà la question à laquelle l'Agence internationale de l'énergie atomique ne peut pas répondre, parce qu'elle n'a pas accès. Grossi a dit que les doutes s'accumulent lorsque le temps passe et que les inspections ne reprennent pas. Les inspections n'ont pas repris depuis 10 mois. Les doutes s'accumulent. Et la stratégie de l'Amérique pour empêcher l'Iran de combler l'écart, restant jusqu'à une arme nucléaire, repose sur un blocus naval, des prix du pétrole élevés, et des demandes voulant que l'Iran remette volontairement le matériau ou accepte l'enrichissement zéro. La réponse de l'Iran à cette stratégie est non, et la Chine achète le pétrole qui donne à l'Iran la marge économique nécessaire pour dire non indéfiniment. Voilà l'arithmétique nucléaire que Rubio refuse d'énoncer clairement lorsqu'il dit que le nucléaire est la raison pour laquelle l'Amérique est dans cette guerre. L'Amérique a bombardé les sites nucléaires iraniens, le matériau nucléaire est toujours là. Les options de l'Amérique pour le retirer exigent soit la coopération de l'Iran, ce qui exige un accord, soit la force militaire, qui se heurte au problème que je viens de décrire. Et l'accord actuellement proposé par l'Iran, Hormuz sans nucléaire, est rejeté parce que l'accepter réduirait la pression sur le problème même que le bombardement n'a pas réussi à résoudre. Rubio a raison de dire que le nucléaire est la raison pour laquelle l'Amérique est dans cette guerre. Mais le résultat nucléaire de cette guerre, au 28 avril 2026, est que l'uranium, que l'Amérique est entrée en guerre pour retirer, est toujours en Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne sait pas exactement où il se trouve, et la stratégie pour le retirer a produit un pétrole à $110, des profits doublés pour BP, un cessez-le-feu bloqué et un bilan diplomatique dans lequel chaque pays, de l'Allemagne à la Russie, dit que l'Amérique n'a pas de sortie cohérente. 400 kg toujours là. L'Amérique n'a pas de réponse et la Chine n'a pas besoin d'en avoir une. Parce que la Chine n'est pas celle qui a commencé une guerre pour résoudre un problème qu'elle n'a toujours pas résolu. Voilà la petite chute brutale. Pékin obtient le rabais, BP obtient le profit et Washington obtient le point de presse. Il y a une dernière chose que je veux nommer avant de conclure, parce qu'elle est arrivée ce matin et qu'elle relie tout directement à la question de l'uranium. Le pétrole a atteint $111 le baril aujourd'hui, c'est son niveau le plus élevé en 3 semaines. BP a annoncé que ses profits du premier trimestre avaient doublé par rapport à l'année dernière, passant de 1,4 milliard de dollars à 3,2 milliards de dollars. La propre déclaration de BP a attribué ce résultat à une performance exceptionnelle dans le commerce du pétrole, alimenté par la volatilité causée par la guerre en Iran. La End-Fuel Poverty Coalition, au Royaume-Uni, a réclamé une taxe sur les profits exceptionnels des entreprises qui profitent des hausses de prix de l'énergie liées à la guerre. Je veux que vous gardiez ces chiffres à côté du chiffre de l'uranium. 400 kg d'uranium, toujours en Iran. Un baril de pétrole à $111. Les profits de BP doublés. L'essence américaine à $4 et on sent le gallon. Voilà la conséquence économique de l'entrée en guerre de l'Amérique pour retirer du matériel nucléaire qu'elle n'a pas retiré.
Chaque dollar par lequel le pétrole dépasse 73 $, le niveau où il se trouvait avant la guerre le 28 février, est un dollar transféré des consommateurs américains vers les compagnies pétrolières, vers les États du Golfe, vers la Russie et vers les opérateurs de la flotte fantôme qui transportent le brut iranien vers les petites raffineries chinoises. Chaque semaine où la guerre se poursuit sans résoudre la question nucléaire, ce transfert continue. BP a doublé ses profits en un seul trimestre. L'uranium est toujours en Iran. Les électeurs américains paient 4 $ et 11 cents à la pompe et l'accord proposé par l'Iran Hormuz en échange de la fin de la guerre ne règle pas la question nucléaire. C'est pourquoi Rubio l'a rejeté, c'est pourquoi le pétrole est à 111 $,